Bonjour et bienvenue sur les magazines de l'ABC, la première édition. Donc, je suis avec Philippe Nouvelan qui est agriculteur dans le Tarn et Quentin Saint-Gers qui est animateur technique dans l'association des Bio du Gers GAB 32. Magazine de l'ABC, mais ça veut dire quoi l'ABC? Alors l'ABC, c'est agriculture biologique de conservation. Il manque une lettre, c'est conservation des sols. Donc le but de ce groupe, de ce réseau, c'est de faire une agriculture biologique qui ne dégrade pas les sols avec trop de travail du sol. Et donc on cherche au contraire à aggrader le sol et donc à trouver des techniques avec des couverts végétaux, une activation biologique maximale à créer une vie biologique du sol qui permette de faire des belles récoltes et puis surtout d'aider le captage du CO2 par la matière organique dans les sols. Voilà tout un programme d'agronomie en fait pour restructurer les sols. Super. Et pourquoi avoir fait un magazine? Oui, alors en fait depuis 10 ans, l'association Les Bio du Gers GAB 32 réalise chaque fin d'année un colloque de partage de connaissances entre chercheurs, agriculteurs pionniers en agriculture de conservation, en conventionnel, en agriculture conventionnelle, en agriculture bio. Un gros partage de connaissances et cette année, avec la situation sanitaire actuelle en 2020, on a pu réaliser ce colloque et donc on a décidé de faire un format vidéo pour une diffusion sur notre chaîne YouTube notamment et sur notre site internet. Et donc ce format, c'est 4 épisodes de témoignages d'agriculteurs novateurs qui expérimentent dans leur champ et d'animateurs techniques, de conseillers techniques dans différents réseaux chambres d'agriculture, réseau FNAB, Fédération nationale de l'agriculture bio, donc le réseau auquel appartient le GAB 32, et également CIVAM. Voilà, donc dans ces 4 épisodes, nous allons vous proposer en fait de l'échange un peu plateau et des commentaires voilà, d'interaction avec Philippe. Et également, donc, il va y avoir un gros témoignage d'agriculteurs, d'animateurs, voilà, d'animateurs un peu experts et un peu acteurs du sujet agriculture bio de conservation des sols. Et également des petits témoignages, des formats un peu capsules de témoignages, d'essais, de mise en œuvre de l'agriculture bio de conservation, ce qui fonctionne, ce qu'on est en train aujourd'hui d'expérimenter. Voilà, et donc... Pour l'épisode d'aujourd'hui, donc qui sera le premier épisode, on va parler de quoi? Donc, on commence avec le témoignage d'expert de Chomin, qui est technicien animateur en Ariège, qui a un groupe très, très dynamique et puis très solidaire aussi parce que, vous allez voir à travers son exposé que les expériences sont quelquefois coûteuses. Il y a quand même pas mal d'échecs avant de trouver les bonnes solutions. Donc, ça nous met bien dans l'ambiance de l'ABC pour montrer qu'il y a un long chemin à faire pour parvenir à une belle réussite, quoi. Voilà. Ouais, si je peux compléter d'ailleurs, et sur la définition pour nous, d'expert, c'est vraiment, quand on parle d'expert, finalement on parle d'expérience ici, et donc c'est vraiment valoriser et vous partager des choses avec transparence, ouverture d'esprit, qu'est-ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui sur cette thématique-là, toujours dans le triptyque de produire des produits de qualité parce qu'on est en bio, préserver la biodiversité et l'environnement, et finalement les agriculteurs qui font cette agriculture puissent vivre dignement de leur métier. Voilà, et donc dans ce cadre-là, suite à l'intervention de Chomin et Lochegui, il y aura deux petits témoignages d'agriculteurs pionniers, un du Calvados et un de Mayenne. Donc pour l'instant, on va regarder ensemble le premier reportage donc, sur Chomin qui est en Ariège. Welcome en Ariège. Donc l'Ariège qui est représenté par 3 personnes aujourd'hui. Je suis venu avec Gaël et Olivier qui apparaîtront dans au moins la moitié des diapos que je vais vous montrer. 3 mots de contexte pour ceux qui viennent de loin. L'Ariège, où est-ce que c'est? On est au sud de Toulouse.
une petite plaine agricole et les Pyrénées. On est dans un coin où il pleut entre 600 et 700 mm, en tout cas pour les zones céréalières. Des étés de plus en plus chauds, de plus en plus secs, même si on doit prendre en moyenne un orage de plus que dans le Gers, mais pas beaucoup plus. Tout ce qui est sol, des coteaux argilo-calcaires comme dans le Gers, plus ou moins profonds. Et ce qu'on appelle les boulbènes, donc des limons hydromorphes sur des couches d'argile. L'irrigation est assez présente sur le territoire et on a 3 ou 4 organismes de collecte sur la bio, donc là-dessus, en termes de débouchés, on est assez flexible. On a à peu près 500 céréaliers sur le département, dont 80, 100 en bio, céréaliers purs bio, on peut dire une quarantaine. Donc, on a 2 représentants qui sont là et c'est très bien. Les points que je vais aborder, c'est presque que des photos de tentatives qu'on a fait en semi-direct. Sur les colzas associés, quelques tentatives qu'on a fait autour des soja, les couverts végétaux et un peu de machinisme. Pour commencer, les retours des essais en semi-direct réalisés. Ça c'est chez Gaël. Donc là on est sur les années de conversion, des parcelles où on était encore très propre, où on avait encore de la fertilité. Derrière des sojas, là c'était un blé qui a été grêlé celui-là, mais voilà, il y avait un potentiel de 25-30 quintaux. On avait encore avec les arrière-effets du conventionnel, on a réussi à avoir des jolies cultures dans ces conditions-là. Dans le même style, là, c'est la première année de bio, donc 3 ans après l'arrêt des engrais. Ça, c'était de nouveau un précédent soja non récolté. C'était une parcelle de 3 hectares de seigle qui a été très réussie. Donc voilà les photos à la moisson où on voit que la parcelle est propre et ça fait un rendement de 35 quintaux environ. Donc voilà, juste pour dire que sur les années de conversion, nous ce qu'on a observé en Ariège quand même, c'est qu'on peut vraiment jouer avec le semi-direct pendant les premières années. Cette année, il y a 0 céréales en semi-direct sur la ferme. Voilà, c'est les évolutions petit à petit. D'autres contextes, donc ça c'est chez un autre agriculteur. Là on est sur des boulbènes très faible potentiel où on a une flore estivale qui est très très marquée. Ça pourrait être une parcelle dans les Landes où on a du panique à la toque. Et donc dans ce type de contexte, cet agriculteur arrive à avoir des céréales qui arrivent à produire 15-20 quintaux en semi-direct, en semant directement dans des sarrasins ou dans des cultures d'été, parce qu'on n'a vraiment que de la flore d'été. Et si l'année est favorable, voilà, cet agriculteur produit 15 à 20 quintaux de blé féverol, par exemple, dans ces contextes-là. Après, c'est une démarche très opportuniste ici, parce que quand il sème, il ne sait pas si ça va être un couvert ou une culture. Les bonnes années, ça finit en culture. Les mauvaises années, c'est broyé, mulché, fraises, disques, etc. Et on prépare ça au printemps et on part sur une culture d'été, souvent du sarrasin. Voilà, donc le semi-direct ici, de manière plutôt opportuniste, quoi. Voilà. Autre contexte sur 2SD qui marche, qu'on arrive à faire fonctionner en Ariège, c'est un peu en lien avec ce que présentait Samuel dans des systèmes d'élevage. Donc là, on est en bio depuis 5 ans. Il y a du compost, du fumier à la toque dans ces parcelles, 4 ans de luzerne et après 3-4 métailles qui s'enchaînent. Et toujours derrière des sarrasins, le semi-direct s'en sort bien et dans ces parcelles avec du fond, on a même eu des années à 35-40 quintaux de métailles, grains ramassés. Voilà. Mais bon, là, le contexte explique quand même pas mal de choses. Voilà, nous, chez nous, dans quel contexte on a réussi à faire quelques céréales. Voilà. Pour continuer, j'ai pas mis de quoi il s'agissait, mais les colzas. On a une dynamique colza associée assez intéressante en Ariège sur la partie conventionnelle et on a essayé de transposer ça sur le bio.
Donc première année, on a mis en place 3 parcelles, on en a moissonné qu'une et c'était pas, bon, ça fait 5 quintaux à peu près. Donc voilà, et au moins on a profité de cette année pour en sortir les enseignements. Je précise, c'était uniquement des précédents céréales à paille qu'on a tendance à faire en conventionnel. En bio, à mon avis, pour faire du colza, c'est pas le meilleur précédent. Bon, je vous ai mis tout l'itinéraire technique, mais c'est pas l'objet de maintenant. Juste pour vous montrer un peu la stratégie, ça a été semé en plein en surdosant le colza. Donc là, il y avait 6 ou 8 kg de colza semé en plein à la RC Trille, avec toute une série de plantes compagnes, du soja, du sarrasin, du lin, de la lentille. L'objectif étant de venir le biner pour l'éclaircir et du coup, voilà, enfin, le faire pousser un peu mieux. On n'a pas pu le biner avant l'hiver, au printemps on n'a pas pu y rentrer et voilà, ça c'est une photo d'ensemble de la parcelle, mais on a eu un gros salissement en repousse de céréales, en fol avoine, ça a vraiment été pas réussi. Autre parcelle de colza en s'inspirant des conventionnels. Donc c'était une parcelle de paille, c'était chez Olivier ça, c'est pas son semoir, mais voilà, donc très très jolie paille, sol propre après la moisson, semé direct à la dent fine et roulé, et donc avec cette stratégie, quand on a encore un peu de fraîcheur juste après la moisson, on arrive à faire lever des colzas en Ariège. Mais cette année-là, il faut le préciser, c'est vrai, tu as raison. Là, on était déjà d'une moisson tardive, 16 juillet, donc on n'avait plus la fraîcheur. Et c'est l'orage de fin juillet qui avait fait lever. 15 jours. Voilà. Donc voilà un peu la tête de la parcelle. Comme vous pouvez voir, c'était très homogène. On avait des colzas à 6-8 feuilles, c'était mi-septembre. Sauf que vous voyez déjà toutes les repousses de graminées qui avaient pris la place. Et voilà, en conventionnel, ça on saurait le gérer. En bio, on a appris, ça donnait ça au printemps, on voyait des colzas, mais on avait surtout beaucoup de repousses et ça a fini comme ça. Voilà. Ça fait partie de la réalité. Voilà. On verra après comment ça évolue à cette parcelle. 2020, on a appris de nos enseignements et je pense que là, même s'il n'est pas ramassé, on est quand même mieux parti. C'est chez Gaël que cette parcelle est mise en place. Changement de précédent pois chiche. Donc en termes de salissement après un pois chiche de repousse, on est beaucoup moins embêté. Voilà, préparation TCS, là par contre il y avait un peu de salissement donc on n'a pas pu faire ça. Les plantes compagnes ont été semées à la RC Trille en plein. Ensuite, il y a l'irrigation sur la parcelle, on a arrosé et on est venu semer le colza dans le frais. Et puis après il y a eu des binages. Donc voilà la tête de la parcelle, ça c'était avant le binage, ça doit être début octobre à peu près. Et après binage, ça ressemble à ça aujourd'hui. Donc voilà, je ne sais plus qui c'est qui parlait de colza tout à l'heure, on a plutôt pris le choix de semer les plantes compagnes en plein, quitte à après les biner une fois qu'elles auraient fait leur travail. Donc voilà, c'est de l'ABC mais en sécurisant pas mal quand même, quoi. Voilà. Je continue, autre thématique, autour du soja. Donc c'est rigolo, les Vendéens ils nous parlent que de maïs. En Ariège, les bio ils font que du soja en irrigué, parce qu'il y a les débouchés, parce que ça demande beaucoup moins d'investissement. Et donc irrigué et non irrigué aussi, mais principalement en irrigué quand même. Et donc là c'était la première année où j'étais là en Ariège, on avait travaillé des essais d'association pour nettoyer le rang du soja qui pose souvent problème dans nos contextes. On avait fait l'essai à la base avec du sarrasin et de la cameline et au final c'est du millet qui est sorti, c'était des repousses de l'année précédente. Donc je sais que Frédéric, toi tu en fais du millet soja, on pourra en reparler, mais voilà, nous ça a été la surprise qui au final a été très positive puisque le mélange se complète vraiment bien. Donc il y a aussi quelques paniques, mais ça faisait une végétation vraiment régulière, un mélange de soja
et de millet intéressantes. Et jusqu'à la moisson, ça s'est bien passé. Et on a ramassé 25 quintaux de soja et 5 de millet à peu près sur la parcelle. Aujourd'hui, ça n'a pas été renouvelé du tout parce qu'on n'a pas le marché sur le millet et surtout on n'est pas équipé pour trier. Donc voilà. Mais d'un point de vue agronomique, c'est une pratique qui pourrait être très intéressante. Pour continuer autour du soja, ça c'était chez Olivier pour changer. On a travaillé sur, enfin on a lu sur des articles que le soufre pouvait être intéressant, surtout dans des systèmes où on n'apporte pas trop d'intrants. On a fait un essai comparatif en bande avec du soja classique où on a apporté 100 kg de sulfate de potasse, de patin kali ou de kézérite. Donc chacune dose à peu près à une quarantaine d'unités de soufre pour 100 kg. Et on a eu des résultats vraiment marqués sur cette parcelle. Le témoin était autour de 25 quintaux et les 3 modalités avec soufre, on avait 5-6 quintaux de plus. Donc il n'y a qu'une pesée. Ce qui était quand même intéressant, ensuite il y a eu un métail sur la même parcelle et même sur le métail derrière on voyait où on avait pendu du soufre et où il n'y en avait pas eu. Donc il y a eu un effet positif sur le sol. On a reconduit ces essais l'année d'après et on a vu 0 différence avec le soufre. Ailleurs, reconduit ailleurs les essais. Ouais, c'était sur d'autres parcelles et on n'a pas retrouvé cet effet soufre. Mais bon, enfin, on n'est pas les seuls à avoir fait des essais sur le soufre, on pense quand même qu'il se passe quelque chose avec ça, pour des coûts qui sont assez acceptables, quoi. Voilà. Je continue, s'il en reste. Le soja, tour de le soja, c'était en 2019, année d'essai en semi-direct de soja dans toutes sortes de couverts. À chaque fois, ça a été semé au John Deere 750 avec un rouleau frontal. Et donc là, c'est 2 photos de soja. La date n'est pas bonne, c'est la date pour ici c'était bien plus tard. Donc d'un côté, on avait un couvert Faverolles Radifacelli qui faisait 4 tonnes à peu près, et à côté, c'était du seigle. Et c'était la fameuse parcelle de seigle qu'on avait moissonnée qui était en semi-direct. Et donc sur une bande, il y a eu un essai de semi-direct de soja. Les levées étaient bonnes, on avait les pieds qu'il fallait, mais le couvert n'est pas du tout adapté, pas assez de maîtrise du salissement, le seigle est reparti de partout, donc voilà, enfin, à le faire pour semer en direct du soja dans des couverts, il faut le réfléchir un peu plus. Chose qu'on a fait cette même année, où on avait... Pas réfléchi plus. Si, quand même, hein. Le couvert était adapté, le couvert était bien plus adapté, c'était pas réussi quand même, mais on a plus d'enseignements sur cette parcelle quand même. Donc là, c'était du seigle forestier, semé dense, qui faisait 8 tonnes de matière sèche, 2,20 m de haut. Vous voyez le paillage que ça a fait. Là-dessus, même ça, c'est 2 semaines après le semis. Bon, vous voyez que le paillage est très réussi, le soja ne sort presque pas. Mais on a progressé sur ce point-là. Non, mais voilà. Ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et donc, ce qui marche, c'est que les sojas qui se sont bien développés, les pivots étaient nickel, en structure, on rentrait les bêches nickel. Le problème, c'est que ce soja, il a jamais poussé. Et en termes de levée, ça a été, il y a eu des rangs mieux que ça, hein, mais il y a eu des levées très très difficiles du fait du paillage trop important. Clairement, le semoir était trop limite pour semer dans ce genre de paillage. Donc, c'est le semoir qui n'a pas réussi à semer comme il faut, ou c'est le soja qui n'a pas réussi à pousser? un peu des deux. Parce que l'effet limace aussi. il y a eu l'effet limace, il y avait bien 5 cm de paillage, donc le soja il fallait qu'il passe à travers ça. Et le semoir, il avait du mal à le planter, il refermait pas, c'était frais. Bon voilà, je vais pas m'attarder dessus. Enfin, on a eu plein de pistes pour améliorer la technique. Mais voilà, c'était une année, il y avait le seigle qui était là, on n'a pas priorisé cette thématique parce que c'est pas de suite généralisable sur les exploitations en Ariège. Mais pour en parler après, surtout sur quoi on s'est loupé, avec plaisir, quoi. Voilà. Il n'y a pas eu un essai d'écraser le couvert
avant le semis, pour l'effet allélopathique des plantes. Non, non, ça on l'a pas fait. Ça on l'a pas fait. Le côté allélopathique, le côté si ça avait été semé dans le seigle, tu n'avais pas le problème justement le problème de la régularité de semis, contrairement au dans du paillage, comme tu dis. Tout à fait. Et là, il faut qu'il y aille vraiment couper la paille. Tout à fait. Dans le sol, Ah, là, il y a plein de choses qu'on n'a pas bien fait. Après, il y a aussi, là, on était en conduite sèche. Donc, on a laissé pousser un seigle jusqu'au 15 mai. Donc, après, l'eau qui reste derrière, ça aussi, on n'est pas au top. Et même si c'était 15 mai, on a attendu pour le stade du seigle pour le rouler. Ça, il n'y a pas un pied qui s'est relevé. Mais en termes de température au sol, on était toujours très froid, quoi. Donc, bon. Voilà, c'était pour vous le faire. Vous allez réessayer? Comment? Vous allez réessayer en réfléchissant plus ou... Je sais pas si on devrait, mais est-ce que c'est la priorité vraiment? Enfin, c'est le joli truc du soja dans le seigle. Mais est-ce qu'on n'a pas d'autres trucs à travailler en priorité? Voilà, je sais pas, hein, mais... moi, ça m'a pas motivé. Voilà. Bon, je continue. Ils sont pas beaucoup à faire des essais, donc je les... Sur les couverts végétaux, autre thématique, on utilise beaucoup les semis dans les céréales au mois de février et mars, avec chez nous ce trèfle violet qui marche le mieux, avec lequel on a les meilleurs résultats. On les sème soit à la RC Tri, soit au Delembe, chez nous ça se fait comme ça. Et on a des résultats très probants, en broyant on arrive à avoir quelque chose de propre. Donc ça c'est positif. Un travail qu'on a mis en place quand même, c'est un travail variétal, parce que là typiquement c'est chez Gaël qui est producteur de semences fermières de trèfle violet depuis quelques années, et ce trèfle ne produisait que 4 tonnes de matière sèche dans des très bonnes terres, même au printemps. Donc on a commencé à travailler sur les variétés de trèfle pour voir lesquelles réagissaient le mieux au semis, à ce type de semis, et lesquelles se développaient le plus à l'automne et au printemps. Donc c'est pour donner des exemples. Et là vous voyez, c'est pas chez Gaël ça, mais c'est il y a deux variétés différentes ici et là. Enfin, c'est pour montrer les différences de comportement énormes qu'on peut avoir entre variétés de fourragères. Et ça c'est le travail qu'on va continuer pour à semer des trèfles qui coûtent 3 sous, à semer si on peut les bonnes qualités, les bonnes variétés. Alors c'est laquelle que ça revient? Cette année c'est, je sais pas de tête, c'est Nelson et bon, je vous le dirai après. Mais fait, voilà, après il y avait 2 plateformes, il n'y en a qu'une qui a été réussie, donc voilà, on aura les infos de celle-là. Ça c'est une perspective un peu qu'on a, c'est le bord de cet essai où l'agriculteur a semé le reste de la parcelle avec des féveroles. C'est peut-être pour augmenter encore plus ces biomasses, de venir sursemer avec des plantes qui vont arriver à germer dans du trèfle, comme des féveroles ou peut-être des radis, pour essayer d'avoir des couverts un peu plus diversifiés. Je me dépêche. Couvert d'été. Comme on disait tout à l'heure, avec des semoirs radans juste après la moisson, quand il y a la fraîcheur, on arrive à les faire lever à peu près. Bon an, mal an. Ici c'est chez Gaël, c'est derrière le colza d'ailleurs. Et on arrive à les faire lever, mais est-ce qu'en bio c'est la bonne piste? On se pose des questions. Tout ce qui est vert foncé là, c'est des raies gras qui vont grainer, même si le couvert est en place. On s'est mis tout ça de graines dans la parcelle. Et après il y a eu un broyage pour nettoyer les raies gras, mais juste après le broyage, je ne sais pas si vous voyez tous ces points blancs, c'est des fleurs de liseron. Donc à la fin on arrive à avoir un couvert qui a de la gueule, qui va faire 3-4 tonnes de matière sèche, mais est-ce qu'au bilan, est-ce qu'on a marqué des points ou est-ce qu'on n'en a pas marqué, quoi. Voilà. Donc voilà pourquoi on travaille plutôt sur les trèfles qui prendront la place avant. Je me dépêche. Bon, couverts végétaux hivernaux dans le sud-ouest, le grand classique c'est féveroles facélie avec quelques radis. Dans les terres légères, ça se passe très bien, on arrive à les reprendre facilement, que ce soit avec 2 coups de disque ou voilà, c'est souvent comme ça que ça se fait. En argile, c'est beaucoup plus compliqué, on reprend pareil avec les disques dans la majeure partie des cas, mais les couverts basses féveroles ont tendance quand même à
à se salir beaucoup en graminées et avec des disques pour gérer ses couverts au printemps. Enfin, on a toujours des graminées qui repartent et ça peut être embêtant, donc là-dessus on cherche un peu. Ça c'est quelque chose qui est développé chez Gaël et qui peut être très intéressant par rapport à ces graminées. C'est des couverts très très étouffants à base où on charge en veste, semence fermière je précise, pour venir totalement étouffer tout ce qui peut pousser et vraiment choisir la plante qu'on aura à détruire au printemps et des vestes à détruire au printemps. On y arrive bien quand même. Voilà, donc ça c'est semé en direct sur un soja et il y a le même couvert semé à la volée sur un cultivateur. Il y a une tête de répartition sur le cultivateur et les graines tombent donc derrière la dernière rangée dedans, sur sol argileux pour essayer de laisser la parcelle un peu plus soufflée pour une reprise plus facile au printemps. Pas de roulage. Pas de roulage. Non, en termes de levée, on n'est pas bon. On voit qu'il y a les graminées qui sont de la partie en plus qu'on n'a pas semé, mais voilà. C'est la réalité des coteaux argileux. Et 3 points sur le machinisme. Donc il y a à l'Acuma où Gaël est adhérent, qui est très dynamique sur tout ce qui est semi-direct. Il y a un striptil aussi, il y a un Orbis qui arrive, il y a la fraise qui est arrivée, donc un outil qui va être développé, qu'on va apprendre à utiliser. Chez Olivier, vous aviez sûrement vu ces photos sur le WhatsApp ABC. C'est une rotative sur laquelle ont été scalpés des fers plats. Enfin, je crois que c'est pas le seul à avoir fait, soudé des fers plats, c'est pas le seul à avoir fait ici. Et donc qui a eu le même résultat, enfin visuel en tout cas que la fraise, sauf qu'il fallait broyer avant. Donc c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, c'est la fameuse parcelle Cosa, broyer, le passage de la fraise scalpeuse. On l'a fait aussi sur des gros couverts, des gros métails. On a enfoui, c'était 7-8 tonnes de matière sèche. Et les levées de soja, il y avait la moitié en charrue de chômeuse, la moitié en rotative scalpeuse. On a eu les mêmes résultats. Le sec a fait que ça fait 12 quintaux, mais c'était pareil des deux côtés, quoi. Voilà les images impressionnantes du scalpage au printemps. Un essai, ça c'était avant de passer le cultivateur à dents, après avoir passé la fraise. Donc ici on était à 5 cm de profondeur, ici on était à 3 cm. Donc à la passer, l'importance de la passer assez profonde, vraiment qu'on nettoie tout, sinon ça a beaucoup moins d'intérêt. Voilà, d'autres photos de fraises, je vais passer vite comme le temps avance. Là-dessus, je reviens sur l'idée des Landais où c'est un outil acheté par un autre agriculteur. C'est fabriqué en Pologne, ça coûte pas cher. Et c'est des fraises bineuses, quoi. Donc pareil, je pense que c'est un outil qui peut être intéressant. Et pour compléter là-dessus, toujours dans l'Acuma qui est proactive, il y a une rotoétrille qui est arrivée, qui est utilisée de plus en plus en désherbage, mais aussi en grande largeur pour faire les dernières préparations avant les semis de culture d'été. Et c'est très intéressant. Et elle a été équipée d'une tête de répartition aussi pour semer des blés. Voilà, l'intérêt d'outils assez légers, en grande largeur, où on peut avoir des débits de chantier très intéressants. Donc ça aussi, c'est des pistes à développer. Donc ça, je vais passer. Et les perspectives, voilà, le travail variétal a continué pour ces trèfles violets, en Ariège en tout cas. Sur les céréales à paille, on se pose pas mal de questions, parce que cette année, ça a été 2-3 passages pour semer les blés. Pourquoi pas travailler sur les semis directs, précoces, associés juste après les moissons de culture d'été. La fraise, sur laquelle on a eu des bons résultats cette année, qu'il faut développer, et voilà, la prendre en main et essayer de l'utiliser plus. Et après, c'était suite à l'intervention à Rambouillet de Stéphane Billotte sur l'agrohoméopathie. On explore cette direction. On a 3 parcelles de semer. On a la formatrice qui vient en février, donc on se lance là-dessus aussi un peu. Voilà. Merci pour votre attention. Donc on vient de voir le reportage. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez?
Donc moi je trouve que l'expérience ariégeoise est assez significative de tous les essais, de tout le travail qui est fait par le réseau. On voit bien que la problématique de l'enherbement des cultures, les mauvaises herbes, comment les détruire entre les rangs, sur le rang, etc. Les associations de cultures avec les essais qu'ils ont faits de soja sarrasin, soja millet est très, très, très intéressante, mais bon, on verra au travers des épisodes suivants un petit peu aussi toute la problématique agronomique qu'il faut accompagner pour avoir une vision globale des problèmes à résoudre. C'est quoi cette problématique en fait qui se retrouve assez... La problématique, c'est que on reprend des sols qui sont déjà souvent épuisés par plusieurs générations d'agriculteurs qui ont beaucoup travaillé les sols, qui quelquefois ont abusé de la chimie. Donc il faut remettre de la vie biologique dans ces sols. Chaque fois qu'on travaille le sol, on a tendance à le dégrader. Donc il faut trouver des techniques qui permettent d'avoir une belle structure de sol pour que les plantes s'y implantent bien. Et puis ne pas faire lever trop de mauvaises herbes, parce que plus on a de mauvaises herbes, plus on est obligé de travailler le sol pour protéger la culture. Et donc c'est un espèce de cercle vicieux qui est sans solution si on ne change pas de paradigme, je sais pas, c'est comme ça, pour résoudre les problèmes. On a vraiment besoin d'inventer des solutions nouvelles, mais aussi globales pour que tout fonctionne. Quentin. Oui, on voit bien que c'est l'ensemble aussi des systèmes en fait, d'exploitation qu'il faut reconsidérer aussi si on a des ateliers de triage stockage derrière, quel type de... Est-ce qu'on est en capacité, là on a vu des essais de culture associés, donc il faut être en capacité de trier. Et pour revenir sur la problématique agronomique, on se place vraiment dans un contexte bio, et donc qu'est-ce qu'on n'a plus, ce qu'on avait en agriculture conventionnelle, en bio, on n'a plus d'engrais minéraux, et en fait du coup on peut avoir rapidement des problèmes de fin d'azote, on peut dire, au démarrage, et qui peut handicaper nos cultures. Alors après, il y a plein de solutions. On l'a vu un peu avec le témoignage qui vient de passer, et on va le voir dans les prochains épisodes aussi. Voilà. Et oui, on verra par la suite. Si je peux introduire Ouais. le prochain témoignage, du coup, qui est en lien, on a trouvé pour ce premier épisode, donc de Gilles Ewing, qui est dans le Calvados, et qui va témoigner de sa conversion à cette agriculture biologique, qui est finalement une autre agriculture. Donc notre groupe est bien national, puisqu'on vous fait passer de l'Ariège tout au sud aux plages du débarquement tout au nord. Et donc on va voir que les problèmes se ressemblent beaucoup. Voilà. Bah, c'est parti, regardons le témoignage. Donc Gilles Ewing, agriculteur dans le Calvados, en Normandie, depuis plus de 26 ans maintenant. Installation en 1994 sur une exploitation de polyculture élevage, donc sur 200 hectares, et avec un troupeau de vaches laitières, de 90 vaches laitières, avec une référence de 600 000 litres de lait. En fait. Et depuis 26 ans, je trouvais beaucoup de plaisir dans mon métier d'agriculteur, et depuis 5-6 ans maintenant, ce plaisir, je ne le retrouvais plus en agriculture conventionnelle. Donc il fallait que je change de métier. Et donc l'une des solutions pour changer de métier, c'était, si on voulait rester agriculteur, ça a été de passer à l'agriculture biologique. Et comme je le dis des fois, le fait de passer à l'agriculture biologique, j'ai rajeuni de 20 ou 25 ans en fait, parce que on retrouve des motivations que dans l'agronomie, dans l'assolement, dans les échanges qu'on avait oubliés complètement dans l'ancien système. Et en agriculture biologique, en fait, on redécouvre beaucoup de choses, on réapprend, on expérimente plein de choses. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis présent dans cette dynamique de moins travailler le travail du sol et de trouver des solutions pour ne pas détruire ou détériorer justement notre taux de matière organique dans les sols, etc. Et donc, même si je ne laboure pas tout à fait toute mon exploitation depuis 25 ans, j'en labourais toujours une partie, et l'idée c'est d'en labourer de moins en moins, et d'adapter notre système à une agriculture beaucoup plus protectrice de l'environnement et
et laisser à nos enfants une exploitation fertile ou une ferme, parce qu'on n'aime pas utiliser le mot exploitation, plutôt une ferme fertile et productive et surtout rentable. Donc à travers le séminaire qu'on a eu là, on a trouvé, où j'ai trouvé des réponses, un certain nombre de réponses à mes questions, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, les vaches laitières, l'alimentation principale est basée sur la luzerne et le maïs épi. Et la luzerne, eh bien, par chance, si on peut dire, elle rentre pleinement dans la rotation aussi au niveau de nos cultures. Et donc, je réfléchis actuellement sur comment pourrais-je faire vieillir ma luzerne et ne plus la détruire au bout de 3 ou 4 ans. Et donc j'ai commencé en 2020, là, ici, en semant du blé dans ma luzerne. Donc ça fait partie des projets, un des projets pour l'avenir, faire vieillir la luzerne pour améliorer mon bilan carbone. Et l'une des solutions que j'ai trouvées, et en participant aujourd'hui à ce séminaire, je m'aperçois que je ne suis pas le premier à y avoir réfléchi. Et ça, c'est quand même totalement rassurant. Et ceci dit, ça nous permettra d'approfondir ce sujet-là, mais avec l'utilisation peut-être de nouveaux matériels, de nouvelles techniques. Et je crois beaucoup en la possibilité de faire des cultures associées avec la luzerne. Donc dans un premier temps le blé, dans un deuxième temps l'orge, dans un troisième temps le maïs. Puis détruire cette luzerne et continuer dans une rotation beaucoup plus longue du coup, puisqu'en bio on a tendance à dire la rotation c'est minimum 7-8 ans, et si on arrive à faire vieillir les luzernes 5, 6, 7 ans, on pourra peut-être avoir des rotations plutôt de 10 ans, et là à ce moment-là je serai à la retraite et je passerai le flambeau, et les jeunes n'auront plus qu'à continuer et même encore améliorer ce qu'on aura fait. Et voilà, donc c'est une entière satisfaction dans mon nouveau job qui est l'agriculture biologique en fait, et j'ai beaucoup apprécié ce changement. Voilà. Alors Philippe, une réaction sur ce témoignage ? Je trouve que le témoignage de Gilles est très intéressant avec toutes les questions que peuvent se poser un agriculteur qui découvre la bio, toutes ses craintes surtout, quoi. Et donc à travers les discussions qu'on a pu avoir ensemble au travers de ces rencontres, déjà on essaye je crois qu'on a pu se rassurer, ou rassurer Gilles, et puis répondre très concrètement aux questions précises qui se posent. Donc on est à l'opposé du témoignage qui va suivre, puisqu'on va chez Jean-François Gommet en Mayenne, qui lui a 50 ans de bio, avec une diversité de pratiques et de cultures qui est assez bluffante, on peut dire. Oui. Et donc effectivement, pour rebondir, voilà, l'agriculture bio de conservation, l'agriculture bio, au-delà d'un cahier des charges, c'est vraiment une approche différente, surtout si on veut faire de l'agriculture bio de conservation des sols. Bon, du coup, on remet l'agronomie au centre, un peu de bon sens paysan finalement. Et donc là, avec Jean-François Gommet, on va voir tout de suite une approche beaucoup plus... C'est la 3e génération, donc une approche beaucoup plus ancrée. Regardons ça de suite. Bonjour, Jean-François Gommet. Je suis installé à Saint-Quentin-les-Anges, dans le sud de Mayenne. C'est un petit village entre Laval et Angers, dans les Pays de la Loire. Donc, je suis installé en agriculture biologique depuis 2014. J'ai repris la ferme après mes parents et après mon grand-père. Et la ferme est en agriculture biologique depuis 1964. En agriculture bio, je suis labellisé aussi d'émetteur pour l'agriculture biodynamique. Donc je suis en polyculture élevage, vaches à viande, des vaches à viande, des grandes cultures, légumes secs et légumes de plein champ. Sur une centaine d'hectares, nous sommes 2 sur la ferme. Alors, donc en fait, moi, tout ce qui est travail du sol et matière organique, moi, comme je dis souvent, moi j'utilise souvent l'agronomie. Quand on lit le dictionnaire, quand on lit dans le dictionnaire la définition de l'agronomie, ça parle de travail du sol, de cholage, de compost, d'amendement. Donc moi là en fait, au niveau du travail du sol, moi j'utilise une panoplie assez importante d'outils pour travailler ma terre. Moi déjà l'objectif, j'ai un limon argileux, j'ai des sols qui sont assez fragiles.
qui sont un petit peu hydromorphes, donc je n'utilise pas du tout d'outils animés. Car on avait fait des profils, et le problème, c'est qu'on voyait qu'avec les outils animés, les outils à prise de force, la terre se dégradait très vite et se compactait. Et ça faisait de la battance. Donc moi, j'utilise que des outils animés. Donc ça va de la charrue agronomique, où je laboure de 8 à 10-12 cm. Après, ensuite, j'utilise des outils à dents, vibroculteurs, des outils à pas de doigts, cultivateurs, Actisol, et j'utilise aussi des semoirs de semi-direct. Voilà quoi. Parce que j'ai une très grande diversité végétale, j'ai une vingtaine d'espèces sans compter les couverts. Donc en fait, je m'adapte en fait à chaque parcelle. C'est ce que je dis souvent, en agriculture biologique, il faut être préventif et s'adapter, je dirais, à la parcelle, au précédent, à l'antéprécédent. Et au niveau des matières organiques, j'ai des vaches à viande et je fais un échange paille-fumier avec le centre équestre à côté de chez moi. Donc j'utilise du fumier, du compost de bovin et de cheval. Donc moi, c'est vrai que j'ai toujours, peu importe quelle entreprise, parce que bon, même si on est agriculteur en bio et en biodynamie, pour moi, on est chef d'entreprise. Voilà, donc peu importe quelle entreprise, il y a toujours des échecs. Donc nous, c'est vrai que c'est souvent un petit peu le point négatif. Moi, souvent, quand je reçois des élèves ou des agriculteurs qui veulent se reconvertir à l'agriculture biologique, ils me disent souvent quels sont vos échecs. Alors moi, souvent, je dis, et des fois ça surprend beaucoup de gens, je dis, moi, c'est vrai que j'ai tellement une diversité végétale et animale, Au niveau végétal, j'ai très peu de problèmes de ravageurs et de maladies. Les soucis que j'ai, comme on n'a pas les herbicides, les soucis, c'est quelques adventices. Alors les adventices, donc des fois des problèmes de vesse, de moutardier et de follavoine. C'est un peu les adventices qui m'embêtent. J'arrive quand même à la gérer. Les chardons, les rumèques, j'en ai pas, parce qu'avec mes outils à dents, je scalpe bien. Mais c'est vrai que ces trois adventices-là, c'est un petit peu, je dirais, ça dépend des années. C'est un petit peu une problématique, mais je dirais, ça dépend des années, ça dépend des parcelles. Des fois, c'est très surprenant. On peut avoir une année où on a beaucoup de follavoine et l'année d'après, on n'en a pas beaucoup. Et aussi, moi, l'objectif, c'est, il faut bien dire que dans la nature a horreur du vide, et d'avoir des champs sans aucune adventice, avec une seule espèce dans le champ, ce n'est pas aussi mon objectif. Voilà, donc après avoir vu donc, ces trois documentaires, en fait, on se rend bien compte que les enjeux, ils sont très importants. Philippe, vous êtes agriculteur depuis combien de temps ? Moi, je suis agriculteur depuis 1980, donc ça fait un moment. Et c'est vrai que ces questions-là, on les a abordées avec 20 ans d'agriculture biologique et puis des nouvelles pratiques agronomiques depuis 7 ou 8 ans maintenant. Donc c'est vrai que c'est très complexe et on se jette un petit peu sur des solutions miracles sans réfléchir au problème global. Et c'est au fur et à mesure qu'on rencontre à la fois des agriculteurs qui expérimentent des choses et puis des formateurs aussi pour reprendre des choses qu'on a oubliées sur l'agronomie, qu'on avance. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé et décidé à évoluer en fait entre l'agriculture que vous faisiez au départ et... Alors, la conversion bio, comme j'étais en élevage à cette époque-là, la conversion bio, c'est essentiellement, j'étais en élevage en vente directe de viande, donc c'était les crises de la vache folle qui m'ont amené à avoir un choix clair vis-à-vis des consommateurs. Donc, les garanties, c'est la bio, quoi. Voilà, là, y a pas, ça c'est assez simple, c'est clair, etc. Après, sur les modes de production, c'est plutôt les groupes locaux, ce qu'on appelle les CUMA ou les copains du coin en fait, qui étaient déjà sur l'agriculture de conservation, mais avec des désherbants, glyphosate, etc., qui nous ont fait penser qu'il y avait un gros problème sur le sol et qu'en bio, il fallait aussi qu'on progresse là-dessus. D'où l'ABC, l'agriculture bio de conservation des sols. Et pour faire le lien avec le témoignage qu'on vient de voir de Jean-François Gommet, on voit l'importance aussi toujours économique. Donc il a une diversité de cultures, plus de 20 cultures sur son assolement. S'il y a des problèmes, et notamment on est en agriculture, donc il peut y avoir des aléas climatiques et on peut perdre une culture. Et l'an dernier, par exemple, il y a cette année qui a été assez catastrophique, Jean-François a ressemé toutes les parcelles de sa ferme au moins une fois. Donc c'est assez, voilà, il faut être polyvalent et adaptable, comme on dit en agriculture bio de conservation. On sent que tout le monde avance à tâtons et il reste tout à créer en fait
à tester, à trouver des solutions Bah, oui, c'est effectivement, tout à l'heure, Philippe parlait d'un changement de paradigme. C'est vrai qu'on a eu un baby-boom dans les années 60, on a industrialisé l'agriculture, on a remembré. Il y a toute cette histoire qui est totalement légitime et on ne le remet pas en question. Il fallait nourrir une population croissante. Et en fait, lentement, on a peut-être dérivé. Et aujourd'hui, si on revient sur les fondements agronomiques, hein, donc c'est pas décroissant ce que je dis, c'est-à-dire on revient quand même un peu sur des bases, mais ensuite on a aujourd'hui toute l'intelligence et l'innovation actuelle et beaucoup de recherches qui ont été faites et de la connaissance dans les champs. Et qu'on souvent, n'avait pas avant et qui peuvent peut-être permettre d'éviter certaines erreurs. Même qu'on n'a jamais eu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on se rend compte que les hommes, en pratiquant l'agriculture, ils ont toujours dégradé les sols. Et donc nous, on fait le pari qu'on peut faire une agriculture saine, sans chimie, et en plus en reconstruisant les sols. Et ça, c'est une vraie révolution. Ça c'est jamais fait, quoi. Donc oui. On est au cœur d'une recherche qui est intéressante pour radical, ça. Voilà. Et là, on a vu avec ce premier épisode finalement la démarche dans laquelle il faut se mettre. Il n'y a pas de recette toute faite. C'est vraiment pas comme à la cuisine. La recette, c'est de la méthode et c'est une approche. De réobserver, d'associer des plantes, de s'équiper en triage-stockage, de savoir souder, modifier son matériel. Enfin voilà, c'est toute une démarche qui est vraiment fondée sur l'observation du vivant et la connaissance. Et la motivation de la personne qui est d'être proactif, de s'adapter, comme tu disais, et de vraiment avoir envie de porter ce projet. Alors la motivation, elle est très forte parce que les agriculteurs, ils sont quand même coincés dans un système où les prix sont compliqués, enfin ils sont bas surtout. Les problématiques techniques ne sont pas forcément bien accompagnées et donc la vraie dynamique, elle est dans les relations entre ces agriculteurs qui sont prêts à traverser la France, on l'a vu à travers les témoignages, pour se rencontrer et bon ça c'est fantastique. Hein, pour s'aider à créer l'agriculture de demain. Oui, voilà, exactement. C'est ça. Ouais. Et donc au prochain épisode, on parlera, on va aller donc vers cette agriculture bio de conservation et donc on jettera les bases. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qui est en train d'être développé et des essais. Il y a aussi des choses qu'on sait maintenant et qui fonctionnent plus ou moins bien. Et de toute façon, il y a les aléas climatiques et les aléas de marché aussi, économiques. Donc on ne peut pas tout prévoir, mais il y a quelques assurances, quoi. Et toujours la même chose, si on a plusieurs œufs dans son panier, on répartit les risques. C'est essentiel aujourd'hui. Du coup, sur le prochain épisode, qui sera notre expert ? Prochain épisode, donc notre expert d'expérience, ce sera Mathieu Marguerie, qui est animateur conseiller en région PACA et coordinateur d'AgriBio 04 et qui nous parlera des essais qu'il conduit avec Arvalis, un retour d'expérience en fait de ce qui se fait en région PACA, donc climat méditerranéen. Et il y aura le témoignage encore une fois, 2 agriculteurs qui expérimentent et qui essayent d'activer les leviers de l'agriculture bio de conservation dans les champs. Et du coup, on se retrouvera de nouveau tous les 3 et vous nous ferez un retour sur ces témoignages. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bon, Philippe et Quentin, merci beaucoup pour ce premier épisode. On vous retrouve très vite dans les magazines de l'ABC. Merci. Merci.